Merci Stéphanie pour cette présentation et cette invitation. Je suis également ravie de participer à cette matinée. Alors, il y a des choses qui ont déjà été dites, notamment par Bernard et Louise. Donc, j'en reparlerai, mais du coup, ça va libérer un peu de temps. Donc, ça m'arrange en fait. Donc, merci, chers collègues. Alors, donc, le thème qui m'a été attribué, c'est la discrimination. Donc, je vous rappelle que la discrimination, c'est le fait de traiter une personne différemment d'une autre pour un motif illicite, discriminatoire, dont la liste est fixée à l'article L 1132-1 du Code du travail, texte qui provient en grande partie aussi du droit communautaire et dont l'influence, en fait, notamment de la CJUE, va être importante pour la Cour de cassation. Alors, dans ce texte, on nous donne donc une liste des mesures que l'employeur, qui sont susceptibles d'être concernées par la discrimination, cette liste n'étant pas limitative. En revanche, les motifs de discrimination fixés dans ce texte sont limitatifs. Alors, on a cependant un droit qui n'est pas absolu, puisqu'il y a un certain nombre d'exceptions possibles, on en a déjà parlé, notamment lorsque cela répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, texte qui est prévu, dérogation qui est prévue à l'article L 1133-1 du Code du travail. On a également un tempérament qui peut intervenir lorsqu'on a une clause de neutralité dans le règlement intérieur, puisqu'elle va empêcher la manifestation des signes, notamment religieux, mais pas que, et également politiques. Et il n'y aura pas de discrimination, en fait, dans ce cadre-là, discrimination directe. Alors, pour étudier cette actualité, essayer de rationaliser et de rendre cohérents mes propos, je vous propose donc de voir dans un premier temps le champ d'application de la discrimination, puisqu'en fait, on a un certain nombre d'arrêts, de solutions jurisprudentielles, mais aussi de réformes législatives qui sont venues préciser ou étendre le champ d'application de la discrimination. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps le contentieux de la discrimination, et je reparlerai également l'instrumentalisation, comme a soulevé la question Bernard tout à l'heure. Alors, concernant le champ d'application, on va voir le champ d'application à la fois concernant donc les mesures visées par l'employeur, mais aussi les motifs, et enfin les formes de discrimination, puisque le texte prévoit la discrimination directe et indirecte, et on verra un arrêt de la CJUE concernant ces deux formes. Alors, concernant les mesures visées par l'employeur, les décisions qu'il peut prendre et qui sont susceptibles d'être sanctionnées s'il y a un motif de discrimination. Alors, tout d'abord, on a eu une première évolution législative, puisque la loi du 21 mars 2022, qui vient transposer la directive communautaire sur les lanceurs d'alerte, prévoit également donc deux nouvelles décisions de l'employeur lorsqu'il prend des décisions relatives aux horaires de travail, mais également en cas d'évaluation de la performance du salarié. Ils peuvent donc être susceptibles d'être sanctionnés au titre des discriminations. Alors, on peut se demander si c'est une réelle avancée de la lutte contre les discriminations, puisque les mesures visées par l'employeur ne sont pas limitatives dans l'article L 1132-1, puisque la liste commence par le mot « notamment ». Donc, ça peut viser toute décision de l'employeur, et on a déjà eu d'ailleurs de la jurisprudence dans ce sens. Par exemple, un arrêt de 2005, du 16 février 2005, qui concernait la rupture de la période d'essai. La rupture de la période d'essai n'est pas visée dans l'article L 1132-1, et pourtant, s'il y a un motif de discrimination, elle pourra être éventuellement annulée si le salarié le demande. Donc, en fait, c'est plutôt une visée, on peut penser à une visée pédagogique en fait, du texte, plus qu'à une réelle avancée du droit positif dans ce domaine-là. Alors, on a un arrêt qui a été également rendu, justement, qui vient étendre les mesures visées par l'employeur du 8 mars 2023, qui concernait donc un fonctionnaire de la Cour des comptes qui avait été mis à disposition de Réseau ferré de France en 2007, pendant de nombreuses années,
comme directeur financier. Et sa situation, en fait, a changé au moment de la réforme ferroviaire de la SNCF en 2014. Et c'est cette réforme qui a justifié, en fait, la fin de cette mise à disposition qui avait été suivie d'un détachement. À ce moment-là, le salarié avait été également donc placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et donc il invoque la discrimination en considérant que c'est en raison de ces arrêts maladie que qu'il y avait eu un refus de renouvellement du détachement par l'organisme d'accueil. Alors, la Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit pour la première fois de manière expresse que le non-renouvellement d'un détachement d'un fonctionnaire par un organisme d'accueil peut faire l'objet, en fait, peut rentrer dans le champ d'application de l'article 1132 et donc, -1, et donc ne peut pas être fondé sur un motif discriminatoire. Donc, il faut rappeler quand même que la fin d'un détachement par l'arrivée donc d'une date entraîne normalement automatiquement la fin du contrat de travail qui est conclu avec l'organisme d'accueil et donc on n'a pas à appliquer les règles du licenciement pour mettre fin à ce détachement. Donc la question qui était posée, c'était de savoir si dès l'instant on n'appliquait pas les règles du licenciement, on écartait aussi les règles de l'article 1132-1 et la Cour de cassation répond que non, on doit quand même appliquer ce texte et donc vérifier que le non-renouvellement n'est pas justifié par un motif discriminatoire. Et la deuxième question, c'est justement en l'espèce, même si elle pose le principe, elle considère qu'en l'espèce, la preuve n'est pas apportée de l'existence d'une discrimination, puisque en fait le motif qui est invoqué en réalité c'est la réorganisation de la SNCF et la réforme ferroviaire et absolument pas en fait les raisons de santé. Alors elle semble, l'arrêt je le trouve un peu léger justement sur la preuve, sur la preuve en fait de ce motif de discrimination. L'analyse semble un peu rapide pour écarter ce motif de discrimination. Mais donc, elle l'écarte en l'espèce. Et ce que ne dit pas par contre la Cour de cassation, c'est la sanction. Si la discrimination avait été reconnue, quelle est la sanction du non-renouvellement? Est-ce que ça peut donner lieu à des dommages et intérêts? Est-ce parce qu'il n'y a pas un droit au renouvellement de ce détachement? Est-ce que c'est nullité du non-renouvellement? On a eu un arrêt qui a été non publié, qui a été dans ce sens en 2018, du 7 février 2018. Pour les dommages et intérêts, on a eu également un arrêt en 2022 qui a été dans ce sens. Donc, on reste sur notre fin, mais en même temps, il n'y a pas de discrimination. Donc, forcément, il n'y a pas la sanction qui est posée. Sur la sanction du non-renouvellement si le motif discriminatoire est reconnu. Donc, il faudra voir donc, la suite de cette jurisprudence. Alors, concernant maintenant le champ d'application de la discrimination relatif aux motifs concernés. Donc là, on a une première évolution avec la loi donc, du 21 mars 2022 qui vient ajouter le fait d'être discriminé en raison donc, de son statut de lanceur d'alerte ou de facilitateur. Donc, cette loi transpose la directive sur les lanceurs d'alerte et elle ajoute notamment une catégorie de personnes qui sont protégées par ce statut, qui sont les facilitateurs, en fait, qui ont aidé en fait, un salarié à faire une alerte. Donc, si on est victime en fait, de mesures discriminatoires en raison de l'exercice de ce droit ou facilitateur, on rentre dans le champ d'application des discriminations. Alors, la question qui se pose, que je me pose, c'est s'il faudra effectivement remplir toutes les conditions du lanceur d'alerte pour aussi bénéficier du statut de lutte contre la discrimination. J'aurais tendance à dire que oui, puisque la loi renvoie en fait, je vous l'ai mis dans le premier slide, au statut justement des lanceurs d'alerte qui a été créé en fait par la loi Sapin 2. Et qui prévoit du coup toutes ces conditions qui ont certes été assouplies par la loi de 2022, notamment le fait qu'il ne faut pas de contrepartie directe financière et on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir une connaissance personnelle de ces faits. Mais je pense qu'il faudra remplir ces conditions pour aussi bénéficier en fait de la non-discrimination. Alors, autre
évolution qui est jurisprudentielle. C'est un arrêt donc du 23 novembre 2022 qui concerne l'apparence physique. Donc, l'apparence physique est aujourd'hui un motif de discrimination selon les études de la DARES, qui est souvent en fait invoqué et qui est souvent en fait un motif de discrimination. Et donc là, vous avez sans doute vu passer cet arrêt. C'était un steward masculin qui portait en fait des tresses africaines en chignon. Le règlement intérieur autorisait cette disposition pour les salariés féminins, mais en revanche, ça n'était absolument pas autorisé pour les salariés masculins. Et donc là, en l'espèce, le salarié, pendant un temps, avait mis avait regroupé, en fait, avait mis une perruque pour cacher en fait son chignon, puis ensuite il avait été placé en arrêt maladie, et finalement il est licencié en fait pour non-respect de cette règle. Pour la cour d'appel, il n'y avait pas de discrimination parce que ce salarié est en contact avec la clientèle et que la différence entre les hommes et les femmes, en termes d'apparence, reprennent les codes en usage et permettent de préserver l'usage de la société. Donc, elle considère qu'il y avait une justification à cette différence de traitement et que donc, il n'y avait pas de discrimination. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et elle considère au contraire qu'il y a une discrimination directe fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe de la personne. Et elle considère que les motifs justement qui avaient été retenus par la Cour d'appel sont inopérants et elle considère que la perception sociale de l'apparence physique justement des genres ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante qui pourrait justifier une différence de traitement. Donc, elle exclut l'exception qui est admise dans le Code du travail, mais elle considère qu'en l'espèce, les justifications ne sont pas données et que les éléments objectifs ne sont pas réunis. Alors, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est qu'elle a une vision assez large de l'apparence physique. L'apparence physique, ce n'est pas simplement le corps, le fait, par exemple, d'être petit, d'être grand, d'être de couleur, de pas couleur, d'être beau, d'être mince. Ce n'est pas que le corps, mais c'est aussi, en fait, tous les accessoires de la personne. Donc, ça peut être, par exemple, donc ici, la coiffure. Ça pourrait être le maquillage, le piercing. Et ça fait penser à un arrêt qui était plus ancien, mais qui avait été dans le même sens, d'un chef de rang dans un restaurant masculin qui portait des boucles d'oreilles. Là aussi, le règlement faisait une distinction selon les salariés féminins et masculins. Et la Cour de cassation, donc c'est un arrêt du 11 janvier 2012, avait aussi reconnu la discrimination directe liée à l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe. Donc, c'est la même solution, en fait, que celle qui avait été rendue en 2012. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation vise, alors je ne vous l'ai pas mis dans la slide, mais elle vise aussi dans son visa l'article L1121-1, donc je vais empiéter sur le propos de Bernard, puisque c'est une atteinte aussi à une liberté fondamentale. Alors, une liberté, on va dire une liberté, la liberté de se vêtir, qui n'est pas justement une liberté fondamentale selon une jurisprudence déjà bien établie sur l'arrêt du Pernuda, notamment, que tout le monde connaît. Et là aussi, elle considère qu'il n'y a pas une atteinte justifiée à la liberté de se vêtir, qu'il n'y a pas donc de justification légitime. Et donc, du coup, elle ne vérifie pas la proportionnalité. Elle considère que ça n'est pas nécessaire pour préserver l'image de marque de la société. Donc, il y avait un double fondement possible de cette solution. Alors, deuxième motif discriminatoire qui pose problème, c'est le motif de religieux. Alors, c'est Louise qui en a parlé tout à l'heure sur le refus de mutation à des fins religieuses. Donc là aussi, la mutation disciplinaire, donc c'était un chef d'équipe dans le secteur de la propreté qui avait refusé une première mobilité. Puis une deuxième pour ses raisons religieuses, puisqu'il était hindouiste et ça l'empêchait de travailler dans les cimetières selon ses convictions. Donc la Cour de cassation, je donne juste la solution puisque Louise en a parlé, considère qu'il n'y a pas de discrimination et que ici, en fait, il y a une justification, une exigence professionnelle, ça rentre dans les exceptions, une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Et elle rappelle, alors ça peut-être que je vais juste le dire, c'est qu'elle rappelle en fait dans son attendu les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne pour définir ce qu'est une exigence professionnelle essentielle et déterminante qui ne peut reposer que sur des considérations objectives, donc les conditions d'exercice, et absolument pas sur des conditions subjectives comme les souhaits des clients. Et en plus, donc effectivement, ça correspond à des obligations contractuelles légitimement mises en œuvre par l'employeur, et il y avait le caractère proportionné parce qu'il avait tout fait pour maintenir la relation de travail. Il avait proposé plusieurs mutations, toutes refusées par le salarié. Alors, donc je ne reviens pas, je ne développe pas davantage. Alors, dernier point sur le motif religieux, c'est le fait qu'on peut avoir et on doit avoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur si on veut éviter d'avoir une discrimination directe. La Cour de cassation donc l'a rappelé dans un arrêt du 14 avril 2021 qui reprend évidemment la position de la CJUE du 14 mars 2017, qui fait bien la distinction entre la présence d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur et l'absence de cette clause. Si on n'a pas de clause de neutralité dans le règlement intérieur, on rentre en fait dans les discriminations directes. Deuxième temps, si on a une clause dans le règlement intérieur qui prévoit une neutralité, une impossibilité pour les salariés de manifester par des signes religieux, politiques ou philosophiques leurs opinions. À ce moment-là, on n'est plus dans la discrimination directe, mais encore faut-il que la clause de neutralité soit valable. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt du 14 avril 2021, rappelle les conditions de validité donc, de cette clause. Donc, elle doit être dans le règlement intérieur, mais aussi dans une note de service qui va correspondre, enfin, qui va être conforme aux dispositions du règlement intérieur, notamment quant à sa mise en œuvre, par exemple. Il faut également qu'elle vise tous les signes. Donc, a priori, on ne peut pas cibler que les signes religieux, mais il faut aussi viser les signes politiques et philosophiques. Et également, ça ne concerne que les salariés qui sont en contact avec la clientèle. Donc, il y a plusieurs conditions cumulatives pour que la clause soit valable. Et la Cour rappelle, et ça c'est un peu nouveau dans les arrêts, que l'employeur a une mission. Elle dit, il est investi d'une mission de faire respecter au sein de la communauté l'ensemble des libertés et droits fondamentaux des salariés. Donc, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Bernard. La fonction en fait protectrice, elle est quand même rappelée par la Cour de cassation. Même s'il y a des tempéraments, elle est martelée et elle est écrite noir sur blanc en fait dans les arrêts de la Cour de cassation. Alors, donc, on rappelle en fait toutes ces conditions dans cet arrêt du 14 avril 2021. Et donc, si on n'a pas cette clause de neutralité, donc là, c'était une salariée qui travaillait dans un commerce de détail camailleux, qui était venue en fait avec un voile, et faute en fait de clause de neutralité, discrimination directe. Alors, dernière chose, sur les formes justement et sur le basculement avec la discrimination indirecte, on a eu un arrêt donc intéressant de la CJUE du 15 juillet 2021. Deux questions préjudicielles ont été posées à la CJUE. Donc là, je vous ai mis qu'une d'entre elles. Dans la deuxième question, mais je vais commencer par là, c'était justement en fait la Cour fédérale allemande qui avait demandé si on respectait les directives communautaires lorsque la clause du règlement intérieur ne vise que les signes politiques, religieux et philosophiques, mais les signes ostentatoires et de grande taille. Est-ce que cette clause est valable ou est-ce que c'est une discrimination parce que de fait, ça ne vise que certaines religions et pas toutes les religions. Et la Cour de justice de l'Union européenne considère dans cette décision qu'il y a effectivement un caractère discriminatoire parce qu'il manque en fait le caractère indifférencié. Donc, quand on interdit les signes religieux,
c'est tous les signes religieux, même ceux qui ne seraient pas ostentatoires ni de grande taille et qui seraient simplement, par exemple, une médaille ou une croix. Donc, c'est tous les signes religieux qui doivent être visés sans aucune distinction. Et c'est pareil pour les signes philosophiques et politiques. Alors, donc, cela, ça pourrait poser quelques difficultés chez nous, puisqu'on a quand même en droit public, notamment, une distinction entre les signes ostentatoires et ceux qui ne le sont pas. Et puis, dans la deuxième question préjudicielle, donc, qui a été posée cette fois-ci par le tribunal du travail de Hambourg, donc c'était une association qui exploitait des crèches, donc ça nous fait penser bien évidemment à l'affaire Babylou, qui avait interdit donc de porter tous les signes visibles de nature politique, philosophique, religieuse pour le personnel en contact avec les parents et les enfants. Et la Cour de justice de l'Union européenne rappelle en fait 3 conditions pour justifier en fait cette différence de traitement. Donc, elle vient compléter les arrêts de 2017. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination indirecte, il va falloir vérifier 3 conditions en fait cumulatives quand la clause existe. Donc, il faut que la politique de neutralité réponde à un véritable besoin de l'employeur. Donc, elle se fonde ici sur la liberté d'entreprendre et on retrouve en fait cette idée qu'on est en balance avec un autre droit qui est consacré aussi par la charte sociale, je crois que c'est l'article 16 de la charte sociale qui consacre la liberté d'entreprendre. Et il faudra prendre en compte notamment les attentes légitimes des clients, mais il y a d'autres éléments qui sont également pris en compte ici pour justifier ce besoin de l'entreprise, notamment éviter un conflit au sein de l'entreprise. Deuxième condition, c'est que cette clause de neutralité doit être apte à assurer la bonne application de cette politique et notamment, il faut que la politique de neutralité soit suivie de manière cohérente et systématique. Donc, ça ne doit pas être au bon vouloir de l'employeur. Dès lors qu'il y a une atteinte à cette clause de neutralité, un non-respect, quel que soit en fait ce non-respect, il faut qu'il y ait une sanction en fait systématique et qu'il n'y ait pas en fait une attitude aléatoire de l'employeur, mais qu'on soit sûr en fait qu'elle soit bien appliquée dans l'entreprise. Et enfin, on retrouve cette exigence de proportionnalité et donc ce qui est strictement nécessaire au regard donc de l'ampleur et de la gravité réelle des conséquences défavorables pour l'employeur qui a mis en place une telle interdiction. Donc, on retrouve cette idée d'un juste équilibre et on ne peut pas se contenter d'invoquer la liberté d'entreprendre. L'employeur, il doit justifier en quoi c'est nécessaire d'avoir cette politique de neutralité. Donc, évidemment, comme c'est une interprétation des directives communautaires qui sont à l'origine, en fait, aussi de notre article L 1132-1 et que la Cour a déjà suivi la position de la CJUE, on peut penser qu'elle interprétera aussi ces conditions et qu'elle fera évoluer dans un cadre plus strict ces conditions. Alors, pour finir, pour aller vite, le contentieux de la discrimination. Donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bernard Goriot sur l'instrumentalisation de la lutte contre la discrimination. Est-ce qu'on invoque plutôt le défaut de cause réelle et sérieuse quand on a un licenciement plutôt que la discrimination? Alors, ici, il y a un autre enjeu par rapport à l'indemnisation, c'est qu'il y a aussi le délai de prescription qui compte. Puisque quand on est en prescription du licenciement, c'est 12 mois à compter de la notification du licenciement. Si on est en matière d'exécution, c'est 2 ans. En matière d'exécution du contrat de travail, c'est 2 ans à compter de la connaissance des faits. En matière de discrimination, c'est 5 ans. Donc, évidemment, l'objectif, le délai est beaucoup plus long. Et en plus, il se prescrit à compter de la révélation de la discrimination. Alors, pour préciser ce délai, tout d'abord, la Cour, dans un arrêt du 30 juin 2021, a bien mis en avant le caractère exclusif de ce délai de prescription. Il prime en fait sur le délai de 12 mois ou de 2 ans. Et en plus, donc là, c'était sur le délai de 2 ans en matière d'exécution du contrat. Il n'y a pas d'aménagement possible conventionnel de ce délai de prescription. Et enfin, il faut signaler
que le point de départ, donc c'est la révélation du fait, et là on a un arrêt du 31 mars 2021 qui vient rappeler que comme c'est souvent en fait un comportement qui se prolonge en fait dans le temps, tant que la discrimination en fait existe, eh ben, il n'y a pas ma fille vient d'arriver. 2 secondes, ma fille, je n'ai pas fini. Quand le délai, la discrimination en fait continue, le délai en fait ne court pas. Donc, tant que la discrimination continue, en fait, ben, certains considèrent qu'il y a une imprescriptibilité de fait, et on voit bien l'intérêt d'invoquer la discrimination au-delà même de l'indemnisation sur des prescriptions, qui finalement est beaucoup plus long que le délai de 12 mois en matière de défaut de cause réelle et sérieuse. En sachant que ce délai, en plus, ne concerne que le droit d'agir en justice, mais évidemment, pour obtenir réparation, on peut invoquer des faits qui sont beaucoup plus anciens. Et également, pour réparer l'intégralité du préjudice, là aussi, on va aller beaucoup plus loin, en fait, dans le temps. Alors, deuxième conséquence, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement l'annulité du licenciement et donc effectivement avec toutes les conséquences qui en découlent et on écarte le barème Macron. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Bernard Goriot sur ce point-là, avec quand même une petite précision. C'est un arrêt donc, du 17 mars 2021 où justement le juge doit quand même aller vérifier que le motif est oui ou non discriminatoire, si ce n'est pas simplement justement une instrumentalisation ou un moyen de bénéficier d'un régime plus protecteur pour le salarié. Donc, c'était un salarié qui avait été engagé comme agent de la sécurité de la RATP. Il avait donc une autorisation de port d'armes. Le port d'armes lui est retiré par la préfecture. Et le préfet, justement, invoque dans son retrait des suspicions concernant donc, ses opinions religieuses et politiques. Donc, la RATP prend acte de cette décision du retrait du port d'armes, donc le met tout d'abord le suspend et puis ensuite le révoque. Et donc, il conteste devant le CPH sa révocation et il demande sa réintégration en invoquant justement une discrimination. Et la Cour de cassation, en fait, elle considère que l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir n'entraîne pas nécessairement la nullité en lui-même de la révocation. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Louise tout à l'heure sur les conséquences et sur les actes subséquents. Et elle considère que même si le TA a annulé la décision de retrait d'autorisation du port d'armes, en soi, la révocation n'est pas annulée. Donc, c'est le même raisonnement que tout à l'heure qu'a invoqué Louise tout à l'heure. Alors, en revanche, elle va perdre son fondement en raison donc, de l'effet rétroactif, donc il y a une légère différence, et elle va aller donc vérifier s'il y a une cause réelle et sérieuse ou pas à ce licenciement ou une éventuelle discrimination. Et là, la Cour de cassation fait bien la distinction. La décision de révocation de cet agent, elle est prise en raison du retrait par le préfet de l'autorisation du port d'armes et non pas pour des raisons religieuses ou politiques. Ça, c'est la décision du préfet. Mais ce n'est pas la décision, en fait, de l'employeur. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il y a éventuellement défaut de cause réelle et sérieuse, mais il n'y a pas de discrimination. Donc, il va falloir, en fait, aller chercher, en fait, la réalité, en fait, du motif. Alors, dernier point, sur la preuve de la discrimination, donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, effectivement. Donc, avec une particularité, c'est qu'en matière de discrimination, on a quand même un aménagement de la charge de la preuve, puisque le salarié apporte des éléments qui laissent supposer une discrimination. Et ensuite, c'est à l'employeur de dire, mais en réalité, il n'y a pas de discrimination, il y a des faits objectifs qui justifient en fait ma décision qui est contestée. Donc, la Cour l'a rappelé à plusieurs reprises que malgré cet aménagement de la charge de la preuve, on peut utiliser l'article 145 du CPC et faire un référé probatoire. Donc ça, c'est un arrêt du 22 septembre 2021 qui le rappelle. Et effectivement, donc, on retrouve donc, le contentieux par rapport au droit au respect de la vie privée et aux données personnelles, puisque, en fait, dans un deuxième temps, il va falloir en fait vérifier en fait, s'il y a effectivement ou pas
une justification au regard de l'exercice du droit à la preuve. Et donc, si on peut communiquer ou pas des données personnelles, donc je vais reprendre exactement les mêmes arrêts que Bernard, puisque en fait, c'est des arrêts qui concernaient la discrimination, mais vu d'un autre côté, en fait. Et effectivement, dans ces arrêts, on s'aperçoit que les documents qui sont demandés ne sont pas tout à fait les mêmes, et à chaque fois, la Cour reconnaît le caractère proportionné. Donc, dans l'arrêt du 16 mars 2021, elle considère que la communication, en fait, donc sans le consentement effectivement des personnes, hein, puisque c'est l'objectif justement du référé probatoire, c'est d'aller au-delà en fait du consentement des personnes demandées. On peut donc utiliser ces informations. Et on peut obtenir sur le fondement de l'article 145 des preuves qui portent atteinte à la vie privée du salarié, mais seulement ceux qui sont nécessaires à l'exercice de ce droit et indispensables et proportionnés. Et donc là, effectivement, dans cet arrêt du 16 mars 2021, ce n'étaient pas les bulletins de paye, mais simplement certaines données personnelles. Donc, leur position actuelle, des coefficients, des salaires, des coefficients d'embauche et des coefficients donc après l'évolution. Et elle avait considéré que c'était nécessaire. Donc, c'est le juge qui doit expliquer en quoi c'est strictement nécessaire. Et effectivement, dans l'arrêt du 1er juin 2023, elle considère aussi qu'il est proportionné, cette fois-ci, des informations, donc les bulletins de paie, et le fait que les informations ne sont pas anonymisées. Donc, on peut aller très loin, je rejoins tout à fait l'analyse de Bernard, on peut aller très, très loin en fait dans la communication de ces informations, avec peut-être une précision, c'est que dans cette affaire, il y avait déjà eu en fait des demandes d'informations qui avaient été faites notamment par les syndicats. Il y avait une requête auprès du défenseur des droits, auprès de l'inspection du travail, et toutes ces demandes en fait avaient été restées vaines. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que la Cour admet la proportionnalité du fait qu'on ait des bulletins de paie et qu'ils ne soient pas anonymisés dans cette affaire, parce que toutes les démarches précédentes n'avaient pas abouti n'avaient pas abouti. Donc, c'est peut-être ce qui peut expliquer la différence et qu'on aille très loin dans la communication des informations au-delà du consentement de la personne. Donc, je vous remercie pour votre attente en espérant ne pas avoir débordé trop.